Bonjour tout le monde. Écoutez, merci beaucoup d'être venu ici cet avant-midi. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. C'est presque un record mondial pour je ne sais plus quelle date, mais mi-mai. J'imagine que le fait que ce soit l'inauguration des grandes conférences de la chaire de recherche y est pour quelque chose un petit peu, mais j'imagine que la réputation de notre invité y est pour beaucoup de choses. Alors donc, Francesco Cassese est ici, notamment parce qu'il a il était l'examinateur externe d'une thèse qui a été soutenue hier par hasard ou nécessité Santiago Hidalgo, qui avait déposé sa thèse il y a plusieurs mois et il était devenu depuis chercheur postdoctoral en imaginant qu'il passerait son concours. Donc, il était devenu chercheur postdoctoral à la chaire de recherche en études cinématographiques et médiatiques depuis, je ne sais plus quelle date, en tout cas depuis quelques semaines. Et donc, il a soutenu sa thèse avec une mention d'excellence. C'est quoi le mot? C'est quoi le nom? C'est excellence? Non, c'est... Exceptionnel. Exceptionnel, pardon. Exceptionnel. Donc, la plus haute mention qu'on peut donner. Alors, félicitations à toi. Donc, cela dit, pour vous dire que la chaire de recherche sait s'entourer. Santiago, futur, et Francesco, présent, comme moi d'ailleurs. Ne parlez pas de nous au passé. Je vous remercie d'être présent. Nous inaugurons aujourd'hui un cycle, disons. Un cycle qu'on appelle les grandes conférences de la chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques. Une chaire de recherche donc dont on peut imaginer que le titre est hybride cinématographique et médiatique, étant donné l'hybridation actuelle des médias. Actuelle, c'est un petit mot, je veux dire depuis la révolution numérique, donc l'hybridation galopante des médias, tant et si bien d'ailleurs que la discipline des études cinématographiques à peine née ou à peine reconnue est en train déjà de s'élargir, d'imploser et de s'ouvrir aux autres médias de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus forte qu'auparavant, même si certains chercheurs en cinéma ont déjà étaient déjà des hybrides, et je pense que notre invité d'aujourd'hui est un invité très hybride, puisqu'il est spécialiste du cinéma et de la télévision. Il a écrit des livres sur le cinéma et sur la télévision. Donc, je pense que pour inaugurer cette série de conférences, c'était bien choisi, je crois. Donc, comme vous savez, les études cinématographiques comme discipline, même si elles sont en implosion relative, ont la chance, je dirais, d'avoir cette reconnaissance-là d'avoir vu décerner à l'Université de Montréal, je suis bien heureux d'en être le récipiendaire, la première chaire de recherche du Canada en études cinématographiques de niveau senior. Il y a eu quelques chaires de niveau junior, mais de niveau senior, il n'y en avait pas. Et on peut dire que d'une certaine manière, c'est aussi un peu une reconnaissance du domaine et que la discipline dont je dis qu'elle est en implosion relative est aussi d'une certaine manière comme reconnue et que peut-être on est en train d'assister à une seconde naissance des études cinématographiques, qui sait. Donc, la chaire, comme certains d'entre vous le savez déjà, interroge le rôle joué par les innovations technologiques dans le développement des formes et des pratiques
du cinéma, son rôle précis, mais en se penchant plus précisément sur la place qu'occupe le cinéma dans le paysage médiatique contemporain. Le paysage médiatique, bon, c'est important parce que depuis l'avènement du numérique, comme je l'ai dit, les médias, les frontières entre les médias sont en train de se brouiller et de se lever d'une certaine manière. Peut-être qu'il reste encore des frontières, peut-être qu'il y en aura toujours un peu. Ça, c'est une question sur laquelle on pourra se pencher à un moment donné. Mais les conditions de production, de réception, de consommation, de diffusion du cinéma, donc, ont été bouleversés par ces changements-là. Et donc, je pense qu'il est devenu, je ne suis pas le premier à le dire, nécessaire de s'interroger sur la place qu'occupera le cinéma dans le nouvel environnement médiatique, une chose que je fais depuis quelques années, depuis 2004 à peu près, et chose que fait aussi, bon, avec mon collègue Philippe Marion notamment, mais aussi que virage qu'a fait de ma façon toute naturelle, peut-être c'est même pas un virage, Francesco Classetti, qui dans ses 2 derniers livres se penche sur cette question-là. L'avant-dernier livre, Film Experience Modernity, Eye of the Century, l'œil du siècle, et il y a Galaxie Lumière, Lumière Galaxie, 7 mots-clés pour comprendre le cinéma à venir. Donc, sans plus tarder, je remercie particulièrement Francesco d'avoir accepté de présenter la première conférence de notre série. Francesco est le professeur à Yale University depuis 6-7 ans. Il est le Thomas A. Donnelly Professor of Humanities and Film and Media Studies à Yale University. Et il est peut-être encore directeur du Film and Media Studies Program, toujours. Oui. Et donc, il a fondé aussi avec Jane Gaines le Permanent Seminar on Histories of Film Theories, un regroupement auquel nous, le Graphics et moi, avons collaboré pour un important colloque qui a eu lieu ici à Montréal. Et il a remporté récemment le prix, le Limina Prize for Best International Film Studies Book, avec le livre de Lumière Galaxie. Et ses recherches actuelles, donc, portent notamment pour son prochain livre, si je comprends bien, sur le cinéma des premiers temps. Donc, il fait des allers-retours, un peu comme d'autres, dont votre homme serviteur. Et donc, il s'interroge plus spécifiquement sur les instances cinéphobiques. Donc, non plus maintenant la cinéphilie, mais la cinéphobie. Un mot qui existe depuis longtemps dans le vocabulaire cinématographique, depuis le début du siècle dernier. Parce que nous avons la chance de dire que nous avons parcouru 2 siècles ou enjambé 2 siècles. Et donc, je crois que ce sera son prochain livre. Il pourra nous en parler, nous préciser si tel est le cas. Mais en tout cas, donc, je lui céderai la parole tout de suite pour ne pas prendre plus de son temps, parce que finalement, c'est lui notre invité, même si c'est dans le cadre de la chaire. Et je lui cède la parole immédiatement. Merci encore une fois d'être là, Francesco. Merci André, c'est un honneur d'être ici. Et au moment, j'utilise ces rencontres comme un véritable séminaire de travail. Et donc, je veux présenter un peu des ruminations et des documentations sur une des 2 aspects que je suis en train de chercher. D'un côté, en particulier à partir des Lumière Galaxie, de plus en plus, je m'intéresse d'une approche ambientale, environmental approach, au film et médias. Quelle est l'ambiance dans laquelle aujourd'hui on a l'expérience cinématographique ou d'autres expériences médiales. Et en particulier sur ça m'intéresse la question des écrans aujourd'hui. Dimanche, j'ai vu cette belle exposition ici à Montréal qui présente pas mal de choses. De l'autre côté, aussi, comme d'autre part, autres gens, en particulier les 2 André font, j'essaie de
connecter le début du cinéma avec sa transformation actuelle. Donc, mon intérêt pour les théories cinéma premier temps, et en général pour les problèmes de la naissance des médias et la manière dont les discours théoriques sont utilisés pour établir une idée des médias qui, dans un certain sens, constitue une forme sociale assez résistante. Mon idée dans Lumière Galaxy, c'est que les médias ne meurent pas, ils changent de place. Les téléphones, c'est pas mort, c'est un changement, quelque chose qui, d'autre part, d'un point de vue ambiental, il est défini par rapport à la position spatiale qu'il occupe. Ici, comme ça, c'est un téléphone. Comme ça, c'est une machine à écrire. Comme ça, c'est une machine à photographier. Comme ça, c'est une machine à immersion. Donc, de plus en plus, j'essaie d'étudier la relation entre le début des médias et la transformation, en particulier ambientale, qui redéfinit leurs fonctions. Dans ces cadres, j'ai eu un intérêt. Je ne sais pas s'il va être mon prochain livre. S'il va être mon prochain livre, j'expliquerai bien au début la raison tout à fait personnelle pour laquelle je veux écrire quelque chose sur la peur du cinéma. Simplement, c'est simple. C'est comme pour toujours. La première fois qu'on a vu du cinéma, ça est lié au plaisir et à la peur. Ça a été pour vous, ça a été pour moi, etc. Donc, si vous voulez. Alors là, j'essaie de chercher un peu les problèmes de la résistance aux médias, la peur comme forme de résistance aux médias, pour détecter mieux les procédures et les processus à travers lesquels un objet devient un bon objet social. Il est accepté en tant qu'objet social et redéfini dans l'espace social. Dans l'espace social dans le sens odinien, mais dans l'espace social même dans le sens anthropologique, l'espace. Alors, la peur du cinéma. Je commence avec une ligne écrite par un écrivain bien connu, Edogawa Rampo. C'est un japonais. Il était spécialisé en romans, disons, plutôt, il voulait être l'élève d'Edgar Allan Poe, qui dans un magnifique texte, Horror Film 1926, il commence dans cette manière. I'm terrified of moving pictures. They are the dreams of an opium addict. Ça, c'est, si vous voulez, un début dans un texte dans lequel il y a toute une série, une panoplie de peurs de cinéma. La peur que dans une vision stéréoscopique, l'épaule te touche et peut même faire du mal. La peur qu'il y a l'incendie de la salle. La peur que la pellicule s'interrompe et un monde écoule tout d'un coup. Ces peurs qui sont assez répandues à l'époque et qui on peut trouver, par exemple, Opium Addicted, c'est quelque chose qui revient dans un texte de 1907 par Papini, qui définit le cinéma comme un opium dream
pas aussi dangereux. Entre parenthèses, c'est magnifique. À propos de la peur, je viens de découvrir à travers mon ami Luca Mazzei que la translittération du texte du Papini, faite 30 ans après, et qui a un peu réintroduit les textes, au lieu de opium, opio en italien, le transcrit est occhio, œil. La peur du cinéma résiste et fait transformer la translittération des mots. Donc, il devient pas plus un opium, mais un œil, qui est assez plus tranquillisant. Mais par exemple, là, on trouve 1907, l'idée que le cinéma, c'est quelque chose qui propose un rêve d'opium. On va cette ligne jusqu'à, pour exemple, à d'autres. Je pense en particulier à, pour exemple, à Pirandello. Et l'exemple que le spectateur n'a pas une véritable vie. L'autre côté, par exemple, l'idée que les films, en terminant brusquement, écoulent un monde. Ça se retrouve dans un autre texte magnifique italien, 26, Gerbi, qui, la peur, dominée par la peur. C'est un texte sur les plaisirs du cinéma dans lequel il y a beaucoup de peur, que les projectionnistes ralentissent la projection et le monde disparaît. C'est la fin du monde, comme décrit dans un autre magnifique texte, à la fois cinéphiliaque et cinéphobe, comme décrit par la fin du monde, filmé par l'Ange de Notre-Dame de Blaise Cendrars, un des grands textes sur le cinéma du début. Donc, Opium Addicted. Mais aussi, Maxim Gorky, Last night I was in the kingdom of shadows. If you only knew how strange is to be there. It is a world without sound, without color. Une autre forme d'obsession, l'absence de vie sur l'écran, qui répond à l'enthousiasme cinéphiliaque de la vie qui revient, qui est quelque chose qui est présenté jusqu'au début du cinéma. Mais même Jane Epstein, cette peur cinéma connectée avec les plaisirs du cinéma. Les débuts, pour exemple, des grossissements, lisez-le. C'est la passion d'être pris par les cinémas et la peur d'être pris par les cinémas. Et après, il y a la peur, si vous voulez, la plus vulgaire. C'est lui contre les cinémas comme école de vice. Je n'ai pas temps ici, mais je dois dire que finalement, il y a deux écoles, disons comme ça, ou deux qui ont les palmarès sur la question du vice. L'une, c'est plutôt allemand, et je dirais quelque chose, mais l'autre, c'est français. 1916, un écrivain écrit un livre contre le cinéma, génial. Il dit, écoutez,
il faut combattre les fronts externes, les Allemands, mais il y a aussi un front interne, les cinémas. Il ne dit pas invention juive, mais il est presque à le dire, qui est une invention pour débaucher les Français et permettre aux Allemands de nous conquérir. Donc c'est magnifique, la lutte contre les cinémas comme lutte nationale. L'école Davis, il y a pas mal de choses. Je ne cite pas, mais il y a tant de choses. Mais il y a aussi une peur plus subtile. La peur pas seulement liée aux images, comme celui des Rambo. La peur qui passe au spectateur. La inexistence de la vie sur l'écran, ou la fausse existence de la vie, c'est répandue sur la vie du spectateur, qui finalement découvre qu'il n'est plus vrai. Alors là, magnifique citation de Georges Duhamel, dans un livre des années 30, Scènes de la vie future, que si vous n'avez pas lu, je vous le recommande, à propos de la peur d'une modernité. C'est un livre génial. Il avait vendu quelques millions de copies à l'époque. Car ici, tout est faux. Fausse la vie des ombres sur l'écran. Fausse l'espèce de musique répandue sur nous. Par je ne sais quel appareil torrenteux et mécanique. Et qui sait, fausse aussi cette multitude humaine qui semble rêver, ce qu'elle voit et s'agit parfois sourdement avec des gestes de demeure. Tout est faux. Le monde est faux. Je ne suis pas peut-être plus moi-même qu'un simulacre tombe, une imitation des Duhamel. Donc, et le plus radical, si vous voulez, dans l'époque, c'est l'allemand que j'ai cité, Wilhelm Stapel, dans un texte sur Deutsche Volkstum, Der Homo Cinematicus. J'ai lu en anglais, the cinema is constructing a new human type, inferior in both his intellectual and moral capacities, the Homo Cinematicus. Donc, la peur du cinéma, à partir des images, à partir de la machinité, à partir de la situation spectatorielle, à partir des effets sociaux, à partir des effets culturels. La peur du cinéma était assez répandue. C'était quelque chose de très radical qu'il faut interroger. Il faut interroger dans sa radicalité, se demander pourquoi il était répandu, il était persistant, pourquoi il a repris même des sujets, des thèmes qui étaient liés à d'autres peurs en avance, par exemple la peur de la photographie, je dirais quelque chose sur ça. L'autobiographie de Nadar, c'est une source merveilleuse sur ça. Quelque chose qui était répandu, résistant, radical. Au moins, jusqu'aux années 30, alors que d'autres médias ont repris la peur du cinéma, la télévision, comics books, etc., etc. Et aujourd'hui,
Internet, video games, etc. Pourquoi les cinémas? Pourquoi les cinémas, par rapport même aux autres peurs, a été aussi radical? J'essaie d'offrir une triple réponse. Ça va. Les cinémas a suscité peur parce qu'il était quelque chose d'incroyablement nouveau. Il était quelque chose qui promettait pas moins que redonner la vie, pas moins que l'ubiquité, pas moins que les changements de place instantanés, de place et du temps, pas moins que la conquête du monde à travers son image. C'est pas pour hasard que Noël Burch a placé l'invention du cinéma sur les signes doubles du mythe de Frankenstein et de l'impératif baudelairien de ne pas perdre l'essence de la vérité à travers l'essence de la vérité, à travers l'essence de la ressemblance. Le cinéma était une machine radicale et André Gaudreau est revenu sur ce sujet en parlant d'une irreducibility of the alien quality of cinema. Justement parce qu'il promettait la capacité de donner la vie et de l'autre côté, l'oblitération du bœuf et du vrai sous les vraisemblables. Le concept baudelairien. L'attaque de Baudelaire contre la photographie. Même la cinéphilie était consciente de cette vertu un peu extraordinaire du cinéma. Un auteur que j'adore et que, bien sûr, je crois, vous connaissez, Robert Desnos, en présentant le cinéma, Mystère des cinémas, un texte magnifique, 27. Il reconnaît la étrangeté du cinéma. Qu'est-ce qu'il nous demandait le cinéma? C'est l'impossible, l'inattendu, la surprise. C'est que ce que l'amour et la vie nous ne donnent pas. Les miracles et les mystérieux. Mais inclut Desnos, même sur d'autres éléments, il est beaucoup plus compliqué. Même Desnos, dans les côtés cinéphiliaques, il résoudre l'étrangeté du cinéma
il annule, il inclut, il transforme l'étrangeté dans une qualité. La cinéphobie, c'est plus honnête. Au fond, elle reconnaît la difficulté sociale d'adopter un objet. Il reconnaît la fatigue d'une société de transformer un objet alien dans quelque chose de familial. Les procédures sociales d'inclusion, il coûte pas mal de choses. Donc, la cinéphilie nous rappelle que c'est un long travail qu'il faut faire. Parfois, la division entre cinéphobie et cinéphilie est assez fine. Et je voudrais, au fond, la définir de cette manière. Les deux, ils sachent que le cinéma, c'est quelque chose d'alien, quelque chose qui est loin de nous, étranger. Et alors que la cinéphilie veut annexer l'objet, pour parler en bon grimazien, langage grimazien, il veut conjoindre les sujets à l'objet. La cinéphobie, au contraire, veut retarder, éviter ces conjonctions. Donc c'est une histoire d'une rencontre manquée comme condition de félicité par rapport au contraire à une histoire d'amour qui se célébrait d'une sorte immédiate dans la cinéphilie. Même si André, je pense, dans son travail sur la cinéphilie, il faudrait mieux nuancer l'idée de cinéphilie par rapport à cet instinct que je donne un peu, disons, un peu radical. Ce que je veux dire, bien simplement, c'est que c'est une histoire de rencontres manquées, retardées, soignées, évitées, comme vous voulez. Donc, c'est une histoire de conjonction et retard dans les deux cas. Cette proximité de la cinéphilie et de la cinéphobie, d'autre part, nous explique mieux notre caractère de la cinéphobie. Il y a une cinéphobie qui est l'opposé de la cinéphilie, mais il y a aussi une cinéphobie qui est à l'intérieur de la cinéphilie. Il y a une double intériorité de la cinéphobie dans la cinéphilie. D'abord, par exemple, c'est le cas de Jean Epstein, l'hésitation, la peur d'être conjointe avec l'objet, c'est justement la peur que la volonté d'être conjointe mène les sujets dans une condition dangereuse, mène les sujets à perdre le contrôle de la situation. Donc, il y a, si vous voulez,
cinéphobie qu'on l'autre face, pas le contraire de la cinéphilie. Je t'aime aussi tant que j'ai peur de t'aimer. Et après, il y a un deuxième aspect de la cinéphilie, ou des cinéphobies qu'on genre avec la cinéphilie, que j'ai peur de te perdre. Et ce sont les discours cinéphobiques qui rêvent un cinéma meilleur à venir. Il y a une sorte de formule qui se répète, qui est déjà présent dans Louis de Luc. Les cinémas, j'aime le cinéma. En particulier, j'aime le cinéma qui va venir. J'aime pas tellement le cinéma aujourd'hui, mais j'aime le cinéma tel qu'il pourra être quand il reconnaîtra ses possibilités. La conférence au Coliseum 22 de Luc, l'art du cinéma, c'est justement sur ça. Le cinéma n'est pas encore né. Moi, l'aime déjà. À propos de Luc, attendez, c'est celui qui mieux décrit cette relation entre l'amour et la haine. J'admire donc le cinéma en attendant de l'aimer. Je sais qu'il l'aimerai un jour, car je l'ai haï et je note quasi inconsciemment les étapes de la haine à l'affection. Je trouve formidable ça. Donc, la peur du cinéma comme peur d'être trop aimé, la peur du cinéma comme peur de perdre l'objet aimé. Et la peur du cinéma comme haine du cinéma. Une haine pour un objet aussi étrange, aussi formidable que cette haine se peut transformer dans l'amour. Troisième, d'abord, pourquoi le cinéma? Quel rapport avec l'amour? Troisième, quel est le rapport avec les contextes? On peut dire en général, comme Toves dit, la modernité du XXe, c'est la modernité du cinéma. Il y a une identification entre le cinéma et la modernité. Et l'aine vers le cinéma, c'est l'aine vers la modernité. La peur de la modernité, c'est assez souvent la peur du cinéma et vice-versa. Je n'insiste pas sur l'effet que la modernité du XXe, c'est une époque de peur. Ça commence avec le Titanic, ça continue à travers la Première Guerre mondiale, l'Holocauste, la bombe. Je ne voudrais pas résumer l'argument d'Adorno à propos
de la dialectique de l'illuminisme. Mais dans un certain sens, c'est ça. Le XXe, c'est l'époque de la peur, et c'est une peur construite sur la fin de la rêve du positivisme et de l'illuminisme. Le cinéma, à la fois, c'est l'objet culminatif de l'histoire du positivisme et illuminisme. Allez, vous êtes maître de la vie. Et c'est au même moment l'objet des peurs que cette rêve puisse se transformer dans un nightmare. J'ai trouvé, en particulier, il y a 3 aspects qui sont intéressants sur ces renversements de l'illuminisme. D'abord, l'aspect mécanique du cinéma. La libération promise par les machines n'arriverait jamais. Et bien sûr, c'est une peur que les cinémas héréditent et radicalisent par des peurs appliquées au télégraphe. Il y a la célèbre sentence des taureaux. Our inventions are wont to be pretty toys which distract our attention from serious things. They are but improved means to an improved end, an end which was already but too easy to arrive at. We are in great haste to construct a magnetic telegraph from Maine to Texas. But Maine and Texas, it may be, have nothing important to communicate. Et bien sûr, la peur baudelairienne par rapport à la photographie. Donc, c'est une héritance. La machine fait peur. Fait peur. S'il y a Gigaviatov d'un côté, de l'autre Pirandello. L'œil mécanique et l'opérateur qui se transforme dans une machine. Deuxième, il y a aussi la peur du cinéma comme renversement de l'illuminisme par rapport au fait que le cinéma c'est un democratic art. L'art démocratique, c'est un mot qui entre pas mal des fois au début du siècle. Démocratique, ça veut dire pas seulement liberté d'expression, ça veut très peu. Ça ne veut pas dire la possibilité d'avoir les mêmes choses. Il n'y a plus la place des rois au cinéma, comme au théâtre. Mais au même moment, la circulation des biens, la circulation du cinéma, c'est dangereux. Il y a un côté viral dans les démocraties.
Et donc, si vous voulez, la peur du cinéma en tant que démocratic art, c'est la peur du comptage. La métaphore du comptage est assez présente dans ces temps. Et troisième, comme j'ai dit, la question de la vie, de la restitution de la vie, la création de la vie. J'ai trouvé à ces propos un texte qui est merveilleux. Euh, 1897, les catastrophes au marché de la Charité, bazar de la Charité, avec 126 morts dans l'haute bourgeoisie et l'aristocratie parisienne. Il y a les funérailles à Notre-Dame, il y a 2 jours après. Et les obsèques sont célébrées par l'archevêque et le discours s'est fait par une des grands prédicateurs de l'époque. Père Olivier, et qui à un moment donné dit plus ou moins comme ça, mon Dieu, vous avez voulu impartir une leçon à l'orgueil du siècle. Un siècle qui n'a pas développé sa science avec la vôtre, mais contre. Et les faits, c'est justement que l'instrument conçu pour donner la vie, il s'est transformé en objet de mort. Et la lumière et le feu qui les Prométhéeus d'aujourd'hui ont volé de vous, il est devenu l'instrument de votre punition. Pas mal, hein? Donc, troisième, il y a ces composants. La peur du cinéma dans une époque de peur à cause de la fin, de l'espoir, de l'illuminisme et du positivisme. Quatrième volet. Quelle est la stratégie discursive de la cinéphobie? D'abord, il y a un discours mené à la première personne. C'est intéressant, parce que c'est un discours qui fonde la peur cinéma sur l'expérience directe cinéma. C'est le discours de Deluc, d'Erdogan Rampo, d'autres. Mais il y a aussi une autre manière. Il y a une première personne qui est une voix collective.
Alors, par exemple, les documents les plus intéressants pour moi, ou un des plus intéressants pour moi, sur la peur cinéma du siècle, c'est un livre, euh, c'est les rapports finaux d'une commission gouvernementale menée en Angleterre 17. On me demande, il était en guerre avec l'Allemagne. Pourquoi faire une commission nationale sur les cinémas? Donc, il y a toute une série de témoignages par les constables qui parlent à la première personne convoi collectif du territoire. La peur ici, c'est pas ma peur, notre peur. Ça devient un aspect de plus en plus pas anonyme, mais objectivé dans la collectivité. Je dois dire, d'un certain sens, les véritables années de cinéphobie, qui sont, disons, les années 10 et les premières parties des années 20, ça, c'est les discours typiques. Je parle comme nous. La peur est notre. Et la peur est mienne. C'est plutôt un discours de résistance. C'est plutôt un discours de résistance dans lequel on peut capturer la fascination au cinéma, alors que cette fascination est totalement abolie dans le discours nous. Et il y a un troisième type de discours, c'est fantastique, la peur est leur, c'est pas notre. Alors là, j'ai trouvé un exemple magnifique dans le journal Les Cinémas. C'est un journal qui commence vers 1910. C'est un journaliste français qui se signe J.D.A.W. Et j'ai compris qu'on prononce John Doe. Donc, et l'article qui s'intitule les ennemis du cinéma en Angleterre. Il dit, les Français ne détestent pas le cinéma, ils aiment le cinéma. Les ennemis du cinéma sont en Angleterre. Eux. Ils sont trois catégories. Ils sont les prêtres, parce qu'ils perdent les believers, les fidèles. Ils sont les acteurs, parce qu'ils perdent leur travail, les acteurs de théâtre. Ils sont les barmen, parce qu'ils perdent clients. Ils sont les politiciens, parce qu'il n'y a plus de place où faire des rallyes, des rencontres. Ils sont tous pris par le cinéma. C'est eux qui détestent le cinéma. Et ça, c'est la troisième stratégie dans laquelle on peut voir une procédure de rémotion de la peur. Donc, moi, j'ai peur, mais je suis fasciné. On a peur, et ça, c'est dangereux. Ils ont peur. Donc,
on peut aller au cinéma tranquillement. Pas en Angleterre. C'est cette procédure de rémotion, au fond, qui sera la manière de sortir de la cinéphobie dans les années 30. En attribuant à un autre objet, un autre sujet, la peur, et en célébrant finalement les mariages que les cinéphiles avaient fait depuis longtemps. Merci. Merci beaucoup, Francesco, pour cette communication inspirante, où il est question de cinéphobie, cinéphilie, que tu vois par moments comme deux faces de d'une même médaille. Merci aussi d'avoir rappelé à notre mémoire des textes que nous connaissons pour certains et d'autres que nous connaissons moins. Merci d'avoir rappelé aussi le fameux texte de Gorky. Donc, je te demanderai, je vais poser une question peut-être plus importante tout à l'heure, dans quelques instants, et je demanderai aussi à l'assistance d'intervenir. Mais je te demanderai comment tu situes le texte de Gorky à l'orée du cinéma, à l'aube du cinéma. Est-il cinéphobe, cinéphile? Bon, ce serait peut-être intéressant de se poser cette question-là. Il y a aussi une chose importante sur laquelle tu es revenu. Tu as parlé donc de caractère étrange et étranger du cinéma. Et bon, c'est sûr, en français, en tout cas, les deux mots sont proches. En anglais aussi, strange, stranger. Le cinéma, donc, c'est un objet en dehors de soi qui arrive, qui est mis en marché, qui survient. Et il est donc étrange à la fois et étranger. Pour nous, le cinéma des premiers temps, comme j'essaie de le démontrer, même s'il n'est plus un objet étrange, est un objet étranger, d'où l'expression que j'ai popularisée ou essayé de populariser sur l'extranéité du cinéma. On peut se demander si la question que je voudrais te poser, c'est si c'est cette question de cinéphilie, cinéphobie, au-delà de la réponse que tu pourras peut-être faire rapidement sur le texte de Gorky, à savoir s'il est cinéphile ou cinéphobe, c'est savoir si les nouveaux médias, dont éventuellement cet appareil étrange, qui ne l'est peut-être plus, qui est le téléphone cellulaire, qu'on appelle téléphone, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, parce que c'était sa fonction principale au départ, s'il y a encore ce rapport d'amour-haine envers les nouveaux médias ou les nouvelles plateformes, ou les nouvelles modalités ou les nouveaux formats. Je réponds, merci. Je réponds d'abord sur Gorky. Il y a deux textes, pas seulement. Donc, c'est difficile de dire. C'est cinéphobie à l'intérieur de la cinéphilie, si tu veux. Mais un des textes en particulier, c'est plutôt cinéphobe. En particulier parce qu'il compare la vie sur l'écran avec les femmes légères chez Aumont. Pas Jacques Aumont. Pas Jacques, de chez Aumont. Et donc, en particulier, ça m'intéresse en plus parce qu'il est un écrivain réaliste, si tu veux, donc toute une série de choses intéressantes. L'autre test, c'est plutôt cinéphiliaque, dans le sens que la nervosité du cinéma, c'est un élément d'attraction. Sur les nouveaux médias. Tu vois, je suis plutôt
attentif aux procédures historiques et transformations historiques. Il y a quelqu'un qui étudie ici la question de la aura. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose qui est lié à, si tu veux, à... l'aura, c'est à la fois l'attraction et la peur. Ça, c'est clair. L'objet sacré, c'est quelque chose qui fait comme ça. De l'autre côté, tu as un état d'exposition dans lequel il y a une acceptation sociale dans l'indifférence. J'ai beaucoup aimé l'exposition. Mais justement, c'est du spectacle. Il faut le dire franchement. C'est du spectacle. Peut-être lui, il est obsédé par des questions, répétitions, etc. Mais personne s'en fout de ces obsessions. On entre, et on est payé un billet et on sort happy. Donc, tu vois, aujourd'hui, la fonction de l'art d'avant-garde, c'est plus de donner des questions, c'est donner un spectacle. Pourquoi tu peux être le spectacle le pire, mais tu payes pour ça. Donc, si tu veux, il y a en général une procédure d'inclusion sociale qui s'est faite par rapport à d'autres exclusions qui, au même moment, se font. Alors là, je suis un Italien qui vit aux États-Unis. Écoute, finalement, hier, le leader du mouvement d'opposition en Italie a dit que les nouveaux maires de Londres, en étant musulmans, il ferait un bon piège de soi-même à Westminster. Et en tant qu'habitant aux États-Unis, j'écoute ce que Trump dit à propos des étrangers. Donc, on accepte un Islandais obsédé et on paye un ticket pour jouir de ces obsessions et on vote Trump. Tu vois, bon, ça c'est les dynamiques sociales. Alors, aujourd'hui, les new media. Ben voilà, ça c'est un objet familial. Mais l'obsession sur network, par exemple, justement, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les virus qui marchent dans les social networks? Il y a un tas de peurs à propos de ça. Et un tas de contrôles à propos de ça. Dans lesquels il n'est pas plus un contrôle, si tu veux, un contrôle d'une institution dont tu es la victime. Tu es totalement, tu n'es pas victime de rien, tu es complice. Je suis venu en voiture et mon GPS me disait les trafics sur la rue. Mais comme il savait, à travers mon GPS, les autres GPS, ils calculent. Et si 25 personnes s'arrêtent au moment, si 25 personnes s'arrêtent parce qu'ils doivent faire la pipi dans quelqu'un, ils registrent ralentissement du trafic. Mais les prochaines, pas ça, les reconnaissances entre les ralentissements pour pipi et les ralentissements pour trafic. Tu vois? Alors,
tu me demandes la peur. Quand en classe, je parle de to be traced, my gosh. Mes étudiants qui sont Yale, bons étudiants, famille qui paye, etc., etc., bon, c'est un sujet bien intéressant pour eux. Et c'est un sujet dans lequel la phobie est bien présente. Je ne sais pas si je te réponds. Tout à fait, tout à fait. Je pense que on a parlé souvent vous allez vous demander pourquoi je dis ça, lors des épisodes de La Vache folle, de la traçabilité des viandes. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui de la traçabilité des êtres humains et sans faire une déclaration phobique ou philique. C'est sûr que lorsque j'ouvre le web, puis qu'à un moment donné, je vois une annonce d'Air France, puis je vois une annonce mais que ces annonces-là sont sur le côté et qui sont liées à moi. Ils ne me feront pas de Air China, parce que je ne le prends pas, ni trop Air Canada, quoique là, je vais le prendre bientôt. Mais écoute, donc, c'est quand même assez... on se sent géolocalisé et repéré. Absolument. Mais il y a, si tu veux, un côté un peu ridicule. Donc, je suis arrivé hier à Montréal, non hier, avant hier. J'ai ouvert mon ordinateur à l'hôtel et la bande-annonce, je suis allé justement dans mon équipe italienne de football, de soccer. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a gagné, hein? 4-2. Et justement, la bande-annonce disait, bon, vous êtes seul à Montréal. Ici, les adresses féminin et masculin. Là, voilà, mon ordinateur. Ça, c'est bien. Donc, si tu veux, c'est la part banale. Il y a des autres éléments qui sont moins banals. Les NCD, Internet of Things, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Du moment que chaque objet, pas chaque individu, a un numéro qu'il définit, IQ qu'il définit, oh, c'est un autre monde, tu vois. Et donc, autre peur qui ont monté. Peur pour réduire la peur. Parce que les contrôles, c'est fait pour réduire la peur. Il y a, donc, il y a deux choses peut-être. Puis ensuite, je vais passer la parole aux personnes de l'assistance. Quand on dit que vous êtes seul à Montréal, on dit ça. Je ne sais pas s'il y a un point d'interrogation, mais en tout cas, au moins, ce qui me rassure, c'est qu'ils n'ont pas l'air de savoir que tu es venu avec ta femme. D'une part. D'autre part, est-ce que Non, je te réponds tu aimes ou ça te fait peur? Non, je te réponds d'une manière assez banale. D'abord, ce programme est un programme imbécile. C'est pas un programme raffiné comme, je sais pas, Amazon. Amazon, c'est beaucoup plus subtil. Il connaît tes tendances assez bien. Même YouTube, il connaît tes tendances assez bien. Donc, c'est un programme automatique. Il s'applique aussi, même si l'ordinateur, c'est d'une symptôme prêtre, etc. Mais il intervient. Aussi bien, non? Il intervient. Donc, c'est un type de programme à baisse fonctionnement. Il ne sache pas si je suis straight ou queer, seul ou accompagné. Amazon connaît mieux. Mais connaît mieux. OK, avant de passer la parole, je voudrais juste faire une petite précision. On a parlé tout à l'heure du texte de Gorky, que certains d'entre vous connaissent bien sûrement, mais d'autres non. Lorsque Gorky fait référence aux femmes de chez Aumont, c'est un cabaret, je crois. Oui, c'était un bordel. Un bordel, ouais. Basiquement. Disons un cabaret. Cabaret bordel. Alors donc,
disons que Gorky fait référence à ça. Je ne sais pas exactement comment. Te rappelles-tu le mot qu'il dit là-dessus? Il dit c'est pas mieux que chez Aumont ou quoi? Oui. Quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu un genre de. Je pense qu'il compare, je peux me tromper, là, mais je pense qu'il compare, je l'ai dans mon ordi, mais je ne chercherai pas, là. Il compare un peu ce qu'on nous montre, ce que nous montre l'écran avec ce qui se passe chez Aumont. Donc, ben voilà. Donc, je vous passerai la parole. Je ne sais pas qui aurait une question à poser. Martha? Oui, j'ai peut-être une question concernant des éventuelles réactions à la peur. Donc, je comprends que tu as déjà répondu un peu, mais par exemple, est-ce qu'il y aurait dans les représentations, donc dans les films, des formes de compensation déjà de mettre en évidence, par exemple, d'un côté? De l'autre, peut-être lorsqu'on pense aux nouveaux médias, ce qui vient à l'esprit de manière assez intuitive, c'est si on veut, le fantasme un peu de l'interactivité. Ça se concrétise de plus en plus, mais mes collègues vont en dire plus peut-être. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver à ce moment-là, ou alors c'est quelque chose, donc en tant que forme de compensation, est-ce que ça peut avoir une valeur? Et est-ce qu'on parlerait de degré, par exemple, de transformation, de mutation? Donc, d'un côté, dans la représentation, de l'autre, chez les spectateurs. Oui, merci Martin. Je commence par la deuxième. Non, il n'y a pas, à mon connaissance, une idée d'interactivité. Il y a plutôt une idée de lien magnétique, si tu veux. Tu es pris dans un grand lien, mais il n'y a pas l'idée de feedback qui vient plus tard. Et deuxième, sur la notion de compensation, merci, c'est un point très important. Je vous signale un texte un philosophe allemand, il est traduit en anglais, Odo Marquardt, qu'il fait en philosophie de la compensation. Donc, à partir d'une odyssée, donc c'est une problématique. Si Dieu permet le mal, il doit aussi introduire en compensation, etc. Mais il lit les médias en tant que compensation de l'absence des choses. Alors, par exemple, les médias sont une compensation de la perte d'expérience que la modernité nous donne. Plus subtilement, si tu veux, le réglage de la peur s'est fait à travers des stratégies différentes. Sans doute, une des stratégies, c'est, par exemple, l'identification des genres qui sont genres de la peur. Donc, tu vas au cinéma pour avoir peur, mais en sachant en avance qui tu auras peur. C'est une peur réglée. Même tu payes pour cette peur. Et donc, il y aura un réglage de la peur et justement, pendant les années 30, déplacement de la peur. André Habib. J'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, merci pour les rappels et le terrain très riche que tu balises. En t'écoutant, je me suis demandé s'il ne fallait pas distinguer parfois, même si je trouve tout à fait heuristiquement fascinant de mettre ensemble comment dire, des haines et des peurs et des phobies et qui sont des choses qui sont intéressantes de penser ensemble. Et en même temps, il y a parfois des choses très différentes. Donc, par exemple, le rapport de Baudelaire à la photographie, je ne sais pas si c'est une peur. Je vais faire un parallèle avec autre chose. Quand Metz, je vais t'amener sur un autre terrain que tu connais évidemment très bien,
quand Maître, au début du signifiant imaginaire, parle de l'amour du cinéma dont il faut se prémunir et mettre à distance. etc. Et il y a un paradoxe extrêmement. Il faut se rappeler qu'on a aimé pour ne plus l'aimer. Enfin, il y a un truc. Il le dit depuis la cinéphilie. Donc, il a été cinéphile, c'est ce qu'on comprend. Et il faut arrêter d'aimer le cinéma pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir l'analyser. Il faut rompre le miroir de fascination narcissique bon, pour pouvoir bien l'étudier, pour pouvoir le théoriser. Est-ce que c'est de la peur encore ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une tentative de mise à distance pour pouvoir mieux l'étudier? C'est une méfiance. Alors, la méfiance qu'elle est rattachée à la peur. Je ne sais pas, c'est une hypothèse comme ça, mais je me demande s'il ne faut pas nuancer un tout petit peu entre la paranoïa, par exemple, xénophobique, ou cinéma l'invention des Juifs, c'est le truc, là, ou des Anglais, ou je ne sais pas trop quoi, ou les Anglais ennemis du cinéma, bon, j'en parle des Anglais nationalistes très, très, très spécifiques, et quelque chose qui est davantage de l'ordre du point de vue critique, c'est-à-dire pour pouvoir écrire quelque chose, il faut mettre à distance. Merci, c'est une grande question. Je te répondrai en disant d'abord, oui, nuancer, il faut le nuancer. L'un aspect, c'est la paranoïa, et l'autre, ce sont les stratégies à l'intérieur de l'amour pour mieux aimer. Donc, ça c'est... Mais je dirais aussi que dans les pages que tu cites, il y a deux mouvements dans Metz au début dans le cinéma et psychanalyse. Moi, le premier, c'est celui que tu as rappelé, mettre en distance pour mieux aimer. L'autre, c'est les pages dans lesquelles il se demande qu'est-ce que c'est la théorie. Il dit la théorie, c'est, avec la critique, une procédure pour transformer l'objet en un bon objet. Donc, ils sont deux stratégies. D'abord, tu aimes, tu mets en distance et Mais il y a un autre scénario dans lequel un mauvais objet doit être transformé en objet d'amour. Donc, si tu joues sur les deux scénarios, tu comprends ensemble mieux qu'il y a une place dans cette procédure pour la cinéphobie, même la cinéphobie paranoïaque, comme composant nécessaire pour une procédure d'inclusion. S'il n'y a pas les signes d'exclusion, il n'y aura pas une procédure d'inclusion. Donc la cinéphobie dure, c'est fonctionnel à la cinéphobie d'amour pour compléter les procédures d'inclusion de l'objet dans les terrains dans lesquels on vit. On finalement a besoin de Trump pour des procédures d'inclusion. Je dirais, en tant qu'étranger aux États-Unis, j'ai besoin de Trump pour percevoir que je suis un étranger qui vit aux États-Unis et apprécier les moments, s'il y aura ces moments, de devenir citoyen. Si c'est automatique, donc si tu veux, il y a une fonctionnalité de la cinéphobie absolument, pour moi, absolument essentielle. C'est pas un mouvement avec lequel c'est juste la curiosité. C'est fonctionnel aux procédures d'inclusion et au même moment pour dessiner un... Ok. Autre intervention ou question? Peut-être. Philippe? J'ai écouté votre conférence du point de vue de Media Studies, mais spécifiquement média comme médium ou milieu, donc perspective spatiale. J'aimerais vous entendre un peu plus parce que vous avez mentionné au début, mais pas développé, votre travail sur la question d'ambiance.
Oh, ça c'est une autre conférence, mais en ce moment, je suis en train de travailler sur une notion que je reprends d'Apadora et j'ai redéfini, la notion de mediascape. Dans quel sens une ambiance qui inclut des médias se transforme et devient ça qu'on appelle en anthropologie un taskscape, un milieu fonctionnel pour une certaine série de choses. Et donc j'ai travaillé sur ça, en particulier par exemple, ça m'intéresse des aspects très particuliers, par exemple l'inclusion des écrans dans des ambiances. Qu'est-ce qui arrive si tu places un ordinateur dans une chambre à coucher? Quel sens d'intimité tu as? Alors là, c'est une autre conférence, mais donc c'est plutôt ce type de choses. Et en particulier sur l'écran, ça m'intéresse dans la manière dans laquelle les écrans distribués dans l'espace, ils récupèrent des fonctions qui ne sont plus, qui sont au-delà de la notion d'écran qu'on utilise, et ils nous rapportent à la notion d'écran original en tant que partage, quelque chose qui cache, filtre, etc., etc. Donc, Merci. Autre question? Germain Lacasse? Oh. Oui, j'ai beaucoup aimé bonjour. J'ai beaucoup aimé votre conférence. Il y a une question que je me pose par ailleurs, c'est que vos sources sont des sources écrites, donc ce sont des textes écrits par des intellectuels cultivés qui appartiennent à une certaine classe en Occident. Bon. Connaissez-vous, est-ce que cette peur se manifeste dans d'autres classes sociales ou d'autres communautés? Comment est-ce qu'on peut l'inventorier ou l'apercevoir dans des groupes qui ne sont pas analysés historiquement à travers les sources qu'on connaît? D'abord, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Deuxième, vous avez raison. J'ai travaillé dans ma vie beaucoup sur les histoires orales et sur les médias pendant les années 90. Et j'aimerais bien le faire pour ce type de choses, mais hélas. D'abord, j'ai plus mon équipe italienne. Aux États-Unis, on travaille plutôt seul. Et deuxième, je crois qu'en ce moment, il y a de plus en plus des collections de journaux intimes. So, de plus en plus, je crois qu'on pourrait faire ce travail. Justement, c'est un travail d'équipe longue distance avec des gens, avec des archives qui ont ce type de choses. Pendant les années 90, avec l'histoire orale, j'ai collecté quelque chose comme 150 histoires sur les relations avec les médias et les cinémas. Important, dans la question, quel est ton premier souvenir d'enfance, etc. Donc, c'était biographie pendant 2-3 jours. C'est un matériel assez intéressant. En particulier, la recherche que j'avais faite, qui était je sais pas grand succès, mais c'était pour moi la meilleure recherche, une des meilleures recherches que j'ai fait. J'ai comparé l'histoire orale des gens qui étaient 18-20 ans dans les années 90 avec la génération précédente pour redéfinir la place du cinéma par rapport à la génération des années 50. La place du cinéma entre les médias. Donc, c'était la map mentale
c'est intéressant, oui. C'est un travail que j'aimerais bien faire. Merci. Autre question, André? Juste Habib? rebondir, en fait, sur ce que j'avais peut-être contester ce vers quoi tu pointais, mais les racines anthropologiques de la peur. Par exemple, on parle dans Jean Rouch et d'autres, les premiers photographes, les premiers qui ont amené des appareils photo en Afrique ou ailleurs, ça c'est bien documenté. Donc, est-ce qu'il y a est-ce que cet aspect-là également t'intéresse à ton travail? Oui, mais il anthropologiques à la peur. c'est pas nécessaire d'aller aux Afriques. L'autobiographie de Nadar, c'est un livre formidable dans lequel il raconte, pas seulement Balzac, mais il raconte la peur de ses clients, par exemple. Balzac, entre autres. Ah, ouais. Il y a ces passages. Donc, selon Balzac, chaque corps dans la nature se trouve composé de séries de spectres, une couche superposée à l'infini, foliacée, une pellicule infinitésimale dans tous les sens de l'optique perçoit ces corps. Et donc, chaque fois que tu prends une photo, T'enlèves. t'enlèves. Et c'est la raison par laquelle il y a seulement un portrait de Balzac. La guerre, il avait peur d'être expolié. C'est bon. Autre intervention? Sinon, je poserai peut-être une dernière question, on a encore un peu de temps. Écoute, t'as écrit quelque part une phrase qui m'intéresse dans la mesure où je me dis que si on essaie de comprendre le processus d'accession du cinéma au statut d'art, il faudrait peut-être tenir compte aussi, peut-être pas principalement, mais aussi de ça. Tu dis donc, je vais le dire en anglais, cinema was less threatening as a form of art than as an object of cultic veneration. Oui, oui. Peux-tu nous en dire un peu plus? La vénération cultuelle, c'est quelque chose finalement qui s'établit assez tard. C'est pas pour faire des compliments, mais tu sais que ton travail sur la double naissance du cinéma m'a beaucoup impressionné et je l'ai repris dans mon livre. Et d'abord, il y a l'invention, tu dis, et deuxième, il y a l'acceptation sociale. Les cultes arrivent beaucoup plus tard. Et c'est un culte, encore une fois, c'est un culte pas ésotérique pour parler. C'est un culte dans le sens benjaminien, dans l'exposition. L'exposition, c'est plus un culte, c'est un culte mêlé à l'exposition. Donc, je ne sais pas si je réponds. Et finalement, je le dis franchement, bel et bien, c'est un culte qui ne m'intéresse pas. Le cinéma d'auteur aujourd'hui, c'est l'une des choses les plus ennuyantes qui existent. En particulier le cinéma italien et français. Et maintenant, ces types de cultes-là, ça m'intéresse beaucoup, mais tout le monde maintenant, dans Film Studies, c'est intéressé aux installations. Moi, je le fais parce que, écoutez, je suis curieux, mais la plupart sont choses vraiment vachement intéressantes. Mais tout l'argent, maintenant, c'est ça. Ces types-là, ils gagnent, ils trouvent l'argent pour ces choses beaucoup plus facilement qu'un producteur de cinéma. Parce que les cultes. Très bien, bien, merci beaucoup. C'est moi qui... D'abord, merci beaucoup, Francesco. Et
Ben écoute, j'espère que tu reviendras nous voir bientôt. On essaiera d'arranger ça. Je terminerai peut-être en disant, en ramenant un peu ce que j'ai dit à ce que j'ai dit au début sur la chaire. J'ai dit que la chaire, ça savait bien s'entourer. D'une part, Francesco comme premier conférencier de cette série de conférences. Ensuite, le fait que Santiago Hidalgo soit le postdoc, je devrais dire l'un des 2 postdocs de la chaire, et qu'il ait si bien réussi sa soutenance hier. Et j'ajouterai, parce que, pour terminer, qu'il y a aussi un 2e postdoc de la chaire, mais qui est à moitié chair, à moitié poisson, non, à moitié chair et à moitié technèse, c'est Philippe Théophanidis, et qui est, lui, l'aspect plutôt médiatique, média, de la chaire, alors que Santiago est plutôt l'aspect cinématographique. Ben, j'ai eu une mauvaise nouvelle pour moi, mais je suis très heureux d'avoir eu cette mauvaise nouvelle. Philippe Théophanidis, donc, va nous quitter bientôt à la chaire parce qu'il a obtenu un poste de professeur en communication dans la belle province d'Ontario. Voilà, donc, je vous remercie beaucoup de votre présence, puis j'espère que vous allez nous suivre. À la prochaine.